Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi 9 SE qui est donc l'un des derniers smartphones de la marque Xiaomi et qui est la version un petit peu plus light, légèrement, du Xiaomi Mi 9. Il est donc un petit peu plus petit, il a un Snapdragon 712 au lieu d'un 855, il conserve toujours le triple capteur avec le 48 mégapixels IMX 586. Donc déjà globalement c'est sympathique, on a toujours l'écran AMOLED avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, une finition qui sont plutôt pas mal, mais il est un petit peu plus petit, une moins grosse batterie, un peu moins puissant, un petit peu moins bon en photo, globalement un peu moins bon partout, mais qui reste suffisamment bon pour le prix auquel il est vendu, donc 360 €, il a des bonnes spécifications. Et ce qui fait que je remercie d'ailleurs le Café du Geek qui m'a permis de le tester, donc c'est très sympa, donc n'hésitez pas, vous avez un petit lien dans la description, si vous voulez aider un petit peu par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour ça, et puis bah pareil, si vous voulez m'aider aussi de mon côté, vous avez toujours Utip aussi si vous voulez regarder des pubs, ou Tipeee si vous voulez faire des dons, regardez d'autres YouTube mais via Tipeee. Allez, on passe tout de suite au test. Au niveau du design, on reprend donc le design global du Mi 9. Alors je pourrais pas faire de commentaires de comparaison parce que j'ai pas encore le Mi 9 et j'ai pas pu le prendre en main. Mais on reprend à peu près le design du Mi 9. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose que on connaît en termes de design au dos. Donc un dos en verre avec le triple capteur, le flash en dessous. Sur les côtés, la touche volume et la touche power. En dessous, donc là on va avoir une partie haut-parleur, une partie micro. L'USB-C pour pouvoir charger et écouter la musique. Au-dessus, on a ici un port infrarouge, le micro ambiant pour supprimer en appel, etc. Ou pour pouvoir capturer en vidéo. Vous avez à gauche le dual SIM. Et donc en façade, vous avez l'écran de 6 pouces avec le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et en haut, vous avez donc l'encoche, la petite encoche en goutte d'eau. Ce qui fait que, alors on va parler tout d'abord du dos. Alors le dos, ils ont repris la même chose. Je sais qu'il y avait ce même petit rond. Je saurais pas dire. Je pense que c'est pour c'est justement c'est pour le grand angle. Après, je sais pas ce que veut dire en fait cette petite note de design. C'est pour dire c'est le capteur supplémentaire. Je saurais pas vous dire, mais je trouve ça en tout cas assez joli. Ça apporte une toute petite touche supplémentaire. Après, c'est pas de choses particulières. Donc ensuite, ce qu'on peut voir en fait, c'est que par contre, alors ils ont fait un peu comme au dos de l'appareil, c'est-à-dire que, enfin comme à l'avant, donc là c'est-à-dire que nous avons la partie en verre et vous avez une partie en plastique qui est bleutée, qui va faire le pourtour. Donc comme vous voyez, c'est une protection, c'est pour absorber le choc, donc limiter je pense la casse du verre avant d'avoir la tranche. Alors apparemment elle est bien en métal, elle semble plastique parce qu'il y a une épaisse couche de plastique pour pas que la peinture en fait se dégrade et donc on ait tout de suite le côté argenté du métal. Donc vous avez ça, vous avez alors pareil, vous avez l'écran avec cette fois-ci par contre la partie en plastique qui elle est noire. Donc là voilà, donc ça c'est la petite chose. Pour la petite chose un petit peu plus particulière par contre, donc au niveau de l'encoche, nous avons le haut-parleur juste au-dessus, le haut-parleur pour donc les appels et on peut voir, donc j'en avais parlé dans ma prise en main, alors on va essayer de le remontrer correctement, mais en gros en fait toute cette partie blanche en fait ce n'est pas réellement le haut-parleur, vous avez que la partie gauche à gauche de l'encoche qui fait vraiment parleur, on peut voir un petit peu le creux un peu plus noir et à droite en fait c'est plus blanc, donc c'est pas terrible je trouve parce que au final, on n'a pas un vrai grand parleur et je sais pas pourquoi il est aussi grand pour rien au final. Surtout que ça se voit beaucoup. En tout cas, moi sur mon modèle, ça se voit beaucoup. Et une personne qui a le Mi 9 a exactement la même chose et se posait la question de savoir c'est de la poussière ou non. Et en fait, non, en fait, c'est clairement le design qui est comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est creusé, alors que là, on passe directement sur un truc en plein en fait. C'est-à-dire qu'il y a bien les trous du haut-parleur, mais c'est plein derrière. Donc forcément, ça ressort beaucoup et on a ce côté un peu blanc qui ressort. La petite encoche en goutte d'eau a aussi une autre particularité puisque, hop, en fait, ce qui se passe, par contre, ça je vais avoir du mal à le montrer, mais c'est qu'actuellement l'encoche est en V. Le truc c'est que, donc, enfin elle est en U
en termes réellement purs en fait, en termes de design. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait une petite mise à jour qui fait que bah, elle passe en V parce qu'elle est plus design comme ça. Par défaut, elle est pas très très design. En tout cas, c'est ce qu'on pensait Xiaomi, ce qui fait qu'ils ont éteint des pixels autour pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. C'est un petit peu dommage parce que bah, autant avoir un vrai U, comme par exemple c'était le Essential Phone qui fait que je trouve ça sympa, autant avoir un vrai V, mais là c'est heureusement que c'est un écran AMOLED d'un côté, mais c'est un peu particulier comme choix. Donc, ce qui fait que il faut apprécier. Après, ça reste très léger et très peu discernable. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est juste quelques pixels, ça se voit pratiquement pas. Là, je pense pas pouvoir vous le montrer. Ça va être très compliqué. En tout cas, je sais pas si peut-être sur... je pense pas que ça se verra, mais en tout cas, il faut savoir justement que les bords, en fait, vraiment, dans cette partie-là, est ici pas... Enfin, c'est pas... C'est quelques pixels éteints. Après, globalement, au niveau du design, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez aussi le fait que l'écran, lui, bah, au niveau du menton en bas, c'est quand même assez compact. Hein. Globalement, les bords sont sont très corrects, hein, ils sont assez fins. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose. Globalement, on a un design qui reste premium. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. On a vraiment quelque chose de premium et qui tient bien dans la main. On voit quand même quelques petites choses qui font un petit peu plus milieu de gamme. Mais globalement, en main, il fait bien. Il fait clairement, il a un bon design. Visuellement, il est très joli. Il est assez réussi de ce point de vue-là. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à redire. La prise en main est bonne. Comme c'est du 6 pouces, ça reste compact. Aujourd'hui, 6 pouces, c'est compact. C'est un peu bizarre à dire. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà de la partie design. Pour la partie logicielle, donc là on est sur du MIUI, donc vous l'aurez compris. Alors si j'arrive à être dans la partie paramètres, donc là on est sur la 10.2 très exactement, 10.2.5.0. Donc voilà un petit peu pour l'instant où on en est. MIUI 10, hein, contrairement au Mi 8 où je n'avais pas pu l'avoir, mais ça c'est une autre histoire. Et ce qui fait que bon, alors c'est une surcouche qui pour moi n'évolue pas ou très peu, dans le sens où bah, là sur MIUI 10, qu'est-ce qu'il y a eu réellement visuellement comme changement? Le multitâche qui est repris notamment de l'iPad, hein, puisque c'est à peu près la même chose, et cette partie-là qui a été améliorée. Après, globalement, ça va être la même chose que les anciennes versions MIUI, donc ça tourne bien. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de souci. On a toujours la petite partie sécurité qui est présente. Donc voilà, vous avez plusieurs choses, l'analyse, la batterie, la vitesse, donc vider la mémoire, un nettoyage en profondeur avec les photos, etc. On a un nettoyeur WhatsApp, Facebook, des listes noires, donc quand vous bloquez les personnes, c'est là aussi que vous pouvez les retrouver. Vous pouvez cloner des applications, tester le réseau, bref, des choses un petit peu basiques. Vous avez la galerie, vous avez l'appareil photo. Après, vous avez le navigateur qui est basé, normalement, si je dis pas de bêtises, sur Opera, mais je ne l'ai plus là. Alors, vous avez ici toutes les applications donc par rapport au forum MIUI, Mi Communauté. Vous avez la partie télécommande Mi puisqu'elle est justement liée au fait que vous avez un port infrarouge. Le navigateur, vous avez le navigateur Opera qui est intégré, mais vous avez aussi le navigateur via MIUI qui est basé sur Opera. Vous avez une vidéo, le gestionnaire de fichiers si vous le voulez, la météo, les notes. Bon, après, des choses un peu plus classiques. Vous avez quelques outils, donc les contacts calculatrice, l'horloge, magnéto, enregistreur d'écran. Donc là, vous pouvez enregistrer directement, c'est inclus dans l'appareil. La boussole, le navigateur effectivement que j'ai mis ici, la touche paramètres. Vous avez Mi-Drop, donc entre Xiaomi, vous allez pouvoir échanger des choses. Voilà. Là, globalement, voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt fluide, hein, ça répond bien aux choses. Comme on a les 6 Go de RAM, forcément, il réagit vraiment bien. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même agréable. Qu'est-ce que je peux lancer d'autre histoire de... Vous avez la partie musique qui est présente. Bon, là, forcément, vous voyez que je ne l'ai pas utilisé. Après, logique, hein, j'utilise que Deezer aujourd'hui. Et comme on peut pas plus mettre de SD, bah forcément. Donc voilà, un petit peu. Et on peut voir, hein, ça régit plutôt bien. Là, hop, hop. Vous voyez, ça gère plutôt bien le multitâche. Donc vraiment pas de souci de ce point de vue-là. Dans la petite chose qui est un petit peu chiante, c'est ici, en fait, la touche paramètres qui est vraiment petite. Et donc qui fait que, bah, parfois, en fait, là, alors là, je veux bien, mais il y a plein de fois où, en fait, je touche sur la touche, ça se referme, mais il n'y a rien. Donc ça, c'est un peu chiant de ce point de vue-là. Et ce qui fait que c'est pas terrible. L'autre chose qui n'est pas terrible, c'est que, bah, si vous regardez bien, en fait, les notifications ici n'apparaissent pas. En fait, il va falloir le déverrouiller. Et là, on va voir les notifications qui parfois apparaissent et parfois non. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'affiche, mais clairement, par défaut, vous n'avez aucune notification qui apparaît à gauche. Pour l'instant, il y a peut-être une mise à jour apparemment, en tout cas sur la développeur qui remet ça.
mais il va falloir sûrement attendre un petit peu avant de les avoir sur les globales. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Que dire de plus? Après, le lecteur d'empreintes, justement, vous avez un lecteur d'empreintes qui, comme vous pouvez voir, donc c'est de la... il réagit assez bien, il réagit même quand l'écran est éteint. Je vais voir si on peut avoir justement l'écran qui s'éteint, ce serait bien. Pour l'instant, il reste allumé. Il reste allumé d'ailleurs longtemps. Donc je sais pas quel est le type de lecteur d'empreintes, mais bon, il se réveille tout de suite. Il se réveille très très rapidement dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui a quelque chose qui bouge, en fait, il va se réveiller tout de suite. Donc il est vraiment bien de ce point de vue-là. J'ai pas eu de souci. Le plus gros souci, c'est que selon s'il est surtout en mise en veille profonde de ce genre de choses, il va réagir plus ou moins rapidement. Normalement, vous pouvez voir, c'est en une animation, mais parfois ça prend 2 à 3 animations pour me reconnaître. C'est vraiment le truc le plus chiant que j'ai eu à avoir avec les notifications ou aller dans les paramètres. On va faire un petit tour rapidement dans les paramètres pour passer à la suite. Et donc, ce qui fait que dans les paramètres, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez toute la partie application, vous avez toute la partie système, toute la partie personnel. Alors, pourquoi personnel? Affichage fond d'écran thème. Ok, vous allez avoir pas mal de petites choses avec les modes nus, etc. Donc ça, c'est assez sympathique. Les paramètres supplémentaires, vous en avez encore plein d'autres. Ce qui manque aujourd'hui à MIUI notamment, c'est d'avoir une petite refonte graphique quand même, globale. Vraiment globale, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors j'ai toujours l'impression d'avoir vraiment exactement la même chose. Et surtout d'avoir une refonte des paramètres. Ça a l'air tout bête, mais avec la nouvelle gestion d'Android sur les paramètres, celui de Xiaomi a pris un bon coup dans la gueule. Donc ce serait quelque chose qui serait bien à mettre en avant. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6 pouces, donc en 1080p, avec de la l'AMOLED. Et donc ce qui fait que c'est un écran qui est plutôt pas mal. Donc globalement, alors de ce que j'ai vu sur les numériques, c'est qu'il est plutôt bon en termes de couleurs. Je suis assez d'accord, les couleurs sont plutôt bien respectées. Mais on y reviendra, il y a une petite chose quand même à dire là-dessus, juste après. Donc ce qui fait qu'on a cette partie-là, les contrastes sont forcément excellents, les angles de vision forcément très bien. Au niveau de la luminosité, donc ça va très bas et ça va très haut, donc en pleine lumière. Donc pour la partie écran, clairement, j'ai vraiment rien à dire, c'est la molette la plus classique. Par contre, la chose qui m'emmerde un petit peu, c'est que donc on a un contraste automatique. Alors après, on peut avoir un truc par défaut. Donc là, voilà un petit peu, on peut avoir par défaut l'écran. Les couleurs sont plutôt bonnes. Par contre, en contraste automatique, ce qui va se passer, et surtout en pleine lumière, ce qui m'est arrivé notamment en prenant des photos, il va booster à mort les couleurs. Donc quand vous prenez une photo et que vous voyez que c'est ultra saturé, ça se fait poser des questions. Et quand globalement il fait beau, il aura tendance à booster vraiment les couleurs, et ça se ressent vraiment. Donc après, il faut pas hésiter à passer en par défaut si vous voulez garder les couleurs en classique. Mais clairement, si vous n'êtes pas trop attentif aux couleurs et que vous voulez juste avoir une bonne luminosité, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, les couleurs vont être totalement fausses. Très clairement, totalement fausses. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Mais après, donc en termes de fluidité, etc., l'écran est vraiment bon. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. On est sur du 60 fps bien évidemment. Après, j'ai pas forcément grand chose à dire. Après, sur les paramètres, on a, vous voyez, donc contraste automatique, augmenter le contraste ou par défaut. Vous avez un mode nuit qui est présent, qui va permettre justement d'avoir tout en noir. Donc ça peut être plutôt bien, soit pour économiser de la batterie, soit pour justement être dans le noir et avoir quelque chose d'un petit peu plus doux aux yeux. Donc il peut être d'ailleurs automatique. On peut avoir un mode veille qui peut être affiché, d'ailleurs que je n'ai jamais utilisé. On va l'activer, on va voir un petit peu. Et on a d'ailleurs plein de choix, ce qui est plutôt bien. On va mettre celui par défaut, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, vous pouvez avoir un double tap pour réveiller, mais bon, avec le lecteur d'empreinte, ça fait un petit peu secondaire. Soulever pour allumer, donc ça peut l'allumer automatiquement. Vous pouvez voir aussi directement vos notifications. Et vous avez aussi la reconnaissance faciale, donc ça peut directement le réveiller comme ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne quand c'est éteint. Donc c'est pas mal, c'est assez joli. Et on a l'heure. Pour la partie sonore, pas de jack, on a juste un adaptateur et on a aussi ici donc un seul haut-parleur. Alors déjà on entend, ça sature un peu dans les basses. Alors on va aller un petit peu plus loin. Mon vrai
s'en fout. Alors, pour l'instant, en fait, la partie, donc, on a quelque chose d'un peu puissant, mais pas super détaillé. C'est pas le meilleur que j'ai entendu, notamment parce qu'on a une espèce d'effet de saturation, donc on est un peu à fond. Donc ça, c'est la chose que je n'apprécie pas trop. Et assez agressif. Donc j'apprécie pas forcément parce qu'on a un côté vraiment agressif dans les hauts médiums notamment. Il est puissant, mais voilà, on a ce côté-là. Après, il reste assez puissant, donc pour écouter des vidéos, c'est plutôt pas mal, ça reste assez correct. Mais c'est pas la meilleure, à mon avis, solution. Vous avez aussi, hop, ici, donc la possibilité de mettre un adaptateur. Donc c'est un simple adaptateur, hein, pas besoin d'avoir un DAC dedans. Il est inclus, à savoir aussi, hein, parce que ça commence aussi à disparaître. Donc bon, ça va encore sur celui-là, il est inclus, on verra l'année prochaine. Et donc, ce qui fait que le son est plutôt pas mal. D'ailleurs, la chose qui est assez intéressante de ce point de vue-là, si je vais sur l'application que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est qu'il utilise un Cirrus Logic, un CS35L41 en termes d'amplificateur. Donc, il part de la base du DAC du 712 pour ensuite être amplifié par cet amplificateur. Il faut savoir que c'est le même que celui de Meizu. Alors clairement, la qualité sonore n'est pas la même que celle du Meizu, mais ça reste plutôt pas mal, et surtout, l'habitude, et notamment je l'avais vu avec le Mi 8, d'habitude, ce n'est pas vraiment une priorité de la part de Xiaomi d'avoir quelque chose de performant. En général, ça passe, mais c'est pas terrible. Ici, il y a clairement une amélioration, et alors déjà, il va pouvoir alimenter correctement les intras, hein, que vous voyez ici, et vous allez avoir la possibilité justement d'avoir un son qui est vraiment de bonne qualité pour le coup, pour un téléphone à 370 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc vraiment là-dessus, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Après, vous avez les choses que l'on a de façon basique, qui est ici dans les effets audio, où vous avez la possibilité donc d'activer l'égaliseur et d'activer les améliorations MI. Mais là, il n'y en a pas vraiment besoin. En tout cas, je n'en ai pas ressenti le besoin sur le peu que j'ai utilisé. En effet, le truc, c'est que personnellement, j'ai préféré utiliser mes TFZ X1, puisque les adaptateurs Bluetooth, en fait, ça me saoule. Donc, ce qui fait que je ne l'utilise absolument pas pour utiliser de la musique à l'heure actuelle. Ça va être souvent ça. Mais voilà, en tout cas, en termes de son, c'est tout à fait correct. On va parler maintenant un petit peu photo, puisque on a donc un triple capteur à l'avant. On va avoir donc le capteur IMX586 en ouverture 1.8, donc de 48 mégapixels. Un deuxième capteur pour le x2 en fait, et un troisième capteur pour le très grand angle. En termes de photo, on est sur quelque chose qui se défend plutôt bien. Donc je vous mets tout bien sûr affiché. Alors déjà, tout d'abord, ce qu'on va regarder, c'est quand même l'interface, c'est un petit peu mieux. Donc ce qui fait qu'on a une interface qui est comme d'habitude. Alors moi, la petite chose que j'ai directement à dire, c'est qu'on a beaucoup de modes différents. Et on en a beaucoup trop. Alors soit on a beaucoup trop de modes, soit le système d'aller de gauche à droite pour choisir est chiant. J'ai envie de dire, c'est surtout que ce système est chiant. Il est repris notamment de l'iPhone, hein, que tout le monde a repris d'ailleurs, hein, toutes les marques. Mais il est absolument pas pratique. Et à force d'avoir des téléphones de ce type, c'est quelque chose que je me rends bien compte, c'est que c'est vraiment très chiant de passer d'un mode à l'autre. Donc l'ancien système, on peut choisir le mode directement en faisant un swipe et on choisissait. Ça n'existe plus, on a tout ici et c'est dégueulasse. Donc, ce qui fait qu'ici, on va pouvoir gérer le flash, etc. On a le mode AI que j'ai désactivé parce que sinon, ça nous faisait quelque chose de très poussé. On a le mode 48 mégapixels. Un mode 48 mégapixels qui désactive tous les autres modes d'ailleurs, hein, puisqu'on n'a plus d'HDR. Et on perd ici toute la partie x2, etc. Donc, pas terrible de ce point de vue-là. Surtout que l'apport du 48 mégapixels est vraiment limité. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. On y reviendra, mais c'est pas très utile en fait. En tout cas, la performance du processeur, etc. ne permet pas d'avoir une différence réellement visible. En tout cas, par rapport au Nord V20, on a quelque chose qui est beaucoup moins visible en termes de qualité entre le 12 et le 48. Mais ça, c'est sûrement dû au fait qu'on ait une partie processeur qui est forcément beaucoup moins développée. D'ailleurs, la chose, c'est quand on passe en 48 et qu'on revient en 12, le HDR est désactivé et reste désactivé, alors que en mode auto, ça permet de faire des petites choses sympathiques. Donc ça, c'est un peu dommage. On a un mode vidéo, le mode vidéo ici, hop, on peut avoir ici du 1080p 30 fps ou même du 4K, voilà, du 4K 30 fps. On a un petit mode ralenti en 960 fps. Alors, je vous avoue qu'à l'heure actuelle où je tourne le test, je vous mettrai ça de façon en fin de vidéo. Pour moi, on va essayer.
Démarre lorsque la lumière atteint le point blanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, hop. Voilà. Donc, ouais, d'accord. Donc, lorsque la multi atteint le point blanc, moi, je vois pas deux points blancs là, hein. Je vois juste une partie où il y a un petit point de truc. On va juste regarder en 960 fps, voir si c'en est bien. Parce que, en fait, je vous explique, je connais les specs et ce n'est juste pas possible. Voilà. Là, ce qui se passe, en fait, et on peut le voir sur les écritures, c'est que c'est du faux, en fait. C'est de l'extrapolé. Euh, donc, ce qui fait qu'en gros, ils ont recréé des fausses images, mais c'est pas terrible. Donc, parce que le capteur ne peut tout simplement pas faire de 960. Il se base sur du 240 fps pour créer du 960. Voilà un petit peu la petite chose qu'il faut savoir. Vous avez le mode nuit aussi, donc ça après vous allez tout avoir, et vous avez un mode pro. Et vous pouvez choisir avec les différents objectifs, sachant que l'objectif en x2, hop ici, n'est pas hop, large. Voilà. Alors juste pour être sûr au niveau des spécifications, donc ce qui fait qu'ici pour hop ici, on est sur du 8 mégapixels. 8 mégapixels pour le x2, donc en ouverture 2.4. Hop. Après, bien sûr, on a le 48 mégapixels, qui lui est en ouverture 1.8 normalement. Donc, voilà, 1.75 pour être très très précis. Et vous avez très grand angle qui lui est en 13 mégapixels et qui donc est en ouverture 2.4 aussi. Donc maintenant parlons des photos. Donc les photos sont plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui est plutôt performant. Donc de nuit par contre forcément ça va être un peu moins bien et ça va se ressentir. Puisque bah, forcément de nuit on va forcément être limité par surtout la partie processeur et après, l'IMX 586 n'est pas non plus des plus performants. En tout cas, je le trouve pas aussi performant que certains très 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 bons processeurs, enfin très très bonnes caméras. Après, c'est plutôt pas mal, mais clairement, ça va faire des espèces de pâtés. Forcément, de nuit aussi, le très grand angle n'est pas terrible et le x2. Le x2 se débrouille plutôt bien, mais bah, il y a beaucoup de grains en fait. On remarque qu'il y a surtout beaucoup de grains. Le lissage n'est pas très poussé justement, ce qui permet de garder pas mal de détails, mais il y a beaucoup de grains. Donc après, à vous de voir si vous appréciez ou non. Certains préfèrent ce côté un petit peu lissé, que bah, certains disent mieux. D'ailleurs, le Mi 8 apparemment était parti sur cette partie-là. Quand je prends la photo pour moi, donc la photo de ma gare où j'ai l'antenne au loin, ce qui fait que bah, le 12 mégapixels en lui-même, il est plutôt correct. Hein. On est sur quelque chose qui est tout à fait correct en termes de détails. On est dans la bonne moyenne. Après, on est sur du milieu de gamme, donc forcément, ça vaut pas un pixel 3, même si ça s'approche. Le x2, lui, donne une photo qui est plutôt pas mal. On a pas mal de détails. On a quelque chose qui est vraiment bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et les couleurs sont assez similaires en plus de ça. On n'a clairement pas de grosses différences. Après, ça peut être par rapport à l'ouverture, etc. Mais on est sur quelque chose qui se défend bien. Après, c'est surtout plus le grand angle qui a tendance à être un petit peu plus sur une température chaude. Mais ça reste globalement plutôt bien maîtrisé. En termes de détails, globalement, les trois capteurs sont bons. Et en termes de couleur aussi, il se défend plutôt bien. J'ai pu comparer aussi un petit peu au S10e, notamment sur la partie couleur. Alors forcément, c'est moins détaillé. On a un post-traitement qui est un petit peu moins naturel. Vraiment, le du traitement des galaxies dernièrement donne un côté vraiment naturel. Ce qu'on a un peu moins sur celui-là. Mais les photos sont plutôt pas mal. On a une bonne dynamique et il se défend vraiment bien. Même le mode bokeh d'ailleurs est plutôt bien maîtrisé, ce qui est appréciable. Donc globalement, on a des photos qui sont assez naturelles, qui sont assez correctes, voilà, j'ai pas grand chose à redire. Alors, après, forcément, ça vaut pas du haut de gamme et ça vaudra pas le Mi 9. Mais pour un milieu de gamme, il se défend vraiment bien en photo. La partie en mode bokeh aussi se défend bien, je trouve. Le bokeh est plutôt pas mal, plutôt ce qu'on j'appellerait progressif. Et le zoom, lui, a un intérêt. Par contre, le zoom, alors la seule chose que j'ai remarqué, c'est que par rapport à d'autres smartphones, le zoom, on a besoin d'être un peu loin pour pouvoir avoir l'utilité du zoom. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en servir comme un zoom proche d'un objet. C'est-à-dire qu'à moins de 50 cm, ça fait pas de... on ne peut pas le gérer à moins de 50 cm, donc c'est un petit peu dommage. Après, j'ai pas pris énormément de photos parce que j'ai dû faire avec beaucoup d'appareils en peu de temps, mais ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On est sur globalement un capteur qui est correct. Tant que les conditions suivent, elle est plutôt correcte. Alors après, forcément, le grand angle, c'est pas on va pas chercher le détail, mais plutôt l'ambiance.
forcément. Mais il se défend, il est tout à fait correct. C'est pas trop mal, on va dire. Et de nuit, on est sur, pareil, sur quelque chose qui se défend bien. D'ailleurs, le mode nuit, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait tendance à faire des photos qui sont un peu moins bien qu'en mode automatique, notamment parce que le lissage et le traitement de plusieurs photos l'un sur l'autre étant, comment dire, ça fait pas bien en fait. Ça fait vraiment lissage un peu à coup de pelle. J'apprécie pas forcément. Donc je préfère le faire par défaut, sans le mode AI, sans rien. Et ça marche très très bien comme ça. Il fait de bonnes photos. Donc globalement, voilà, pour 370 balles, après j'ai pas de concurrent direct à 370 balles, mais comparativement à S10e ou comparativement au Meizu 16e, il se défend plutôt bien, même par rapport au V20, il se défend bien, donc là-dessus, c'est plutôt un bon photophone en milieu de gamme. Il a des bons résultats et celui qui veut faire des belles petites photos pour pas trop cher sera pas déçu. En termes d'autonomie, le Xiaomi Mi 9 SE a droit à une batterie de 3070 mAh, on a de la charge rapide aussi, et donc ce qui fait qu'en termes d'autonomie, sachant qu'on a un Snapdragon 712, eh bien elle est tout à fait correcte sans être non plus extraordinaire. Elle se compare beaucoup d'ailleurs, je trouve, au Meizu 16e, puisqu'on va faire à peu près 5h30, 6h en écran allumé. C'est pas extraordinaire, mais forcément avec une batterie de 3070 mAh, on est forcément limité. Donc ce qui fait qu'en 4G, voilà, une 4G avec une utilisation mixte, réseaux sociaux, un peu de YouTube, un petit peu de photos, de la musique, etc. En Bluetooth, on se retrouve avec, voilà, aux alentours des 6 heures d'écran allumé. C'est dans la bonne moyenne, dans le sens, ça va être un petit peu au-dessus de la moyenne, un petit peu au-dessus des 5 heures en soi, mais c'est vrai que par rapport à beaucoup de concurrents qu'on peut avoir, notamment chez Honor, qui se sont fait une spécialité d'avoir une excellente autonomie, ça fait très limité. Aujourd'hui, la plupart des smartphones tournent de plus en plus vers les 7 à 10 heures d'écran allumé. Ici, avec sa petite batterie de 3000 mAh, on est beaucoup plus limité. Donc, c'est quelque chose qui peut être un petit peu moins apprécié, on va dire. Surtout actuellement avec cette augmentation drastique de l'autonomie par beaucoup de marques. Donc, après, à vous de voir si ça vous suffit ou non. Mais en tout cas, voilà, pour une batterie 3070, c'est à peu près ce à quoi on s'attendait. Donc, rien de spécial en soi. Au niveau des benchmarks, on va intégrer, donc là c'est l'article de Frandroid justement qui résume un petit peu ça. Le Snapdragon 712, c'est un Snapdragon 710 avec 0,1 GHz de plus. La seule réelle différence apparemment serait justement une augmentation de 10% dans les jeux ou la navigation internet, et apparemment il est censé mieux gérer l'autonomie, donc c'est des choses un petit peu particulières en soi, qui sont très limitées, hein. Très clairement, le 710 au 712, il n'y a quasiment rien. Surtout qu'en plus de ça, après selon les acteurs, la gestion va être différente encore une fois. Donc ce qui fait qu'on a 6 cœurs basse consommation, 1,7 GHz, et 2 cœurs haute performance à 2,3 GHz. Ils sont normalement basés, si je dis pas de bêtises, alors forcément sur les Cortex A55, et ça doit être pour les hautes performances du A75. Ce qui fait que, en termes de performance, si on regarde ici, donc en single core, on fait du 1874 points, en multicore, on fait du 5756 points. En soi, on retrouve à peu près le même score qu'on avait sur un 660, les 710, 670, etc. Bref, en gros, ça se compare à peu près à un Snapdragon 835. Donc plutôt pas mal au niveau des performances. Après, il est plus orienté économie d'énergie puisqu'il a que 2 cœurs haute performance pour 6 cœurs avec 6 cœurs haute performance en consommation d'énergie pour me rattraper. Donc voilà un petit peu. Après, pas grand chose à dire de plus de ce point de vue-là. Il est plutôt performant. Il va se situer dans la partie haute des performances. Il va être très similaire à ce qui est proposé par la gamme Snapdragon 600. La différence principale en fait de Snapdragon 700, c'est que la partie gestion photo, vidéo, audio, GPS, etc. vont être plus haut de gamme et vont se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on retrouve sur les Snapdragon 800. Donc c'est vraiment la différence principale qu'il y a entre les Snapdragon 600 et 700, c'est que c'est pas les performances principales, en tout cas CPU, GPU qui font la différence, mais autour qui sera bien plus performante. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte et c'est là où ça intervient par exemple pour la photo. Pour la partie CPlay Photo Test, alors là j'ai plus le screen devant moi, malheureusement je ne l'ai pas enregistré, mais clairement ce qu'il faut retenir c'est qu'on est à peu près on descend à peu près vers les 80%,
Donc on n'est pas sur la performance maximale comme ce que peuvent proposer les Oppo dans ce type de test où ils vont rester à fond tout le temps. Ici ça va descendre un petit peu mais ça reste très correct. D'ailleurs le smartphone chauffe assez peu, donc ça c'est une chose assez sympathique puisque bah, forcément on est sur un Snapdragon 700, c'est parce qu'il est plus performant et de plus gravé en dynamomètre, ce qui fait que ça va pas trop faire chauffer le smartphone. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on est un petit peu en dessous, hein, Xiaomi limite un petit peu par rapport à la chauffe, donc c'est tout à fait correct, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sur la partie autonomie, donc là, on peut voir qu'on a 212 minutes pour la partie, donc pour les 30 minutes, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, sachant qu'on est sur un Adreno 616 en 1080p forcément, et qu'on fait un score de 1500 frames, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve avec ce que propose par exemple, notamment le S10 Plus, qui a tendance à pas mal limiter les performances. Ce qui est bien, c'est que sur ces processeurs-là, en fait, il n'y a pas de descente. En fait, ils ne perdent pas en performance au fur et à mesure du temps. Ils restent très stables, puisqu'ils restent toujours à 1500. En effet, ça, c'est vraiment le truc qui est très appréciable. Là où, par exemple, chez Qualcomm, sur les Snapdragon 800, ou enfin sur la plupart des haut de gamme, on a des très grosses performances qui vont aller sur les 3000 frames, mais qui vont très vite descendre aux alentours de 2500, 2000. Les meilleurs chez Qualcomm ont tendance à tenir sur les 3000, alors que vraiment le max des max c'est 3300. Souvent ça descend un petit peu. Ici en tout cas c'est plutôt pas mal puisqu'on reste donc à 1450 tout du long. Donc c'est tout à fait correct. La plupart des smartphones, même certains haut de gamme, par exemple les Kirin, sont limités plus vers ces eaux-là. Donc ce qui fait qu'en termes de performance pour la plupart des jeux, vous n'aurez aucun problème et on va regarder ça tout de suite. Pour terminer, je vais juste vous montrer sur Skyforce, pour ceux que ça intéresse, qui est un joli jeu. Donc en termes de jeu, donc, vous ne serez pas forcément à fond sur PUBG, hein, vous serez un petit peu plus limité quand même, parce qu'en termes d'effet, ce sera un petit peu différent. Mais ce qui fait que vous pourrez vous mettre en élevé, et ça tournera sans problème. Ce sera pas forcément aussi fluide que les hauts de gamme, qui ont des plus gros cœurs, des meilleures performances. Donc après, vous pouvez directement aller sur plus haut de gamme si vous voulez le maximum du maximum. Mais pour la plupart des jeux, surtout que vous êtes en 1080p, en 10 nanomètres, ce sera tout à fait correct. Donc, ce qui fait que, clairement, en termes de jeu, vous n'aurez pas de soucis particuliers à vous faire par rapport à ça. Donc, hop, 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 c'est un peu difficile, il y en a beaucoup. Hop, hop. Et donc, ce qui fait que, voilà, là-dessus, pour les jeux, ce sera tout à fait correct. Hein. Vous ne serez pas limité pour PUBG ou même Fortnite, on fonctionne dessus. Donc vraiment, vous n'allez pas vraiment vous plaindre, c'est un peu moins bien forcément qu'un haut de gamme, mais ce sera quand même un petit peu mieux qu'un Snapdragon 660. C'est à peu près la même chose que le 670 je crois. Donc vraiment, vous pouvez foncer, même pour les jeux où la plupart voilà, tout ce qui est jeux et les jeux un peu moyens, vous n'aurez aucun problème, ce sera d'une fluidité exemplaire. PUBG et Fortnite seront sûrement un petit peu plus limités. Alors, que pensez du Xiaomi Mi 9 SE? Est-ce que c'est un bon smartphone ou pas? Je pense que vous l'aurez deviné. Comme vous me connaissez un petit peu, j'ai m'étaler un petit peu plus pour ça, mais avec Xiaomi, ce que je n'aime pas, parce que pour beaucoup pensent que je n'aime pas avec Xiaomi tout simplement. Alors, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais ça ne veut pas forcément dire que les produits sont mauvais. Ce qui ne me plaît pas en fait actuellement chez Xiaomi, c'est surtout leur politique en fait. Pas leur politique tarifaire en soi forcément parce qu'elle est avantageuse, mais leur politique tout simplement. C'est une usine à smartphone, ils n'arrêtent pas de sortir des smartphones tout le temps. C'est quand même bien suivi, MIUI est porté à peu près partout, mais ce qui fait que c'est surtout le fait que, en fait, on ne comprend plus rien aux gammes, et puis maintenant avec la scission de Redmi, le fait qu'ils ont quand même beaucoup d'actions chez Black Shark, même si c'est pas Xiaomi, ils en ont beaucoup d'actions. On a Pocophone aussi, c'est une politique qui est très compliquée à comprendre, donc ce qui fait que là-dessus, même si j'apprécie le produit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je dissocie vraiment, c'est-à-dire que c'est pas parce que la marque est mauvaise, enfin la marque est mauvaise, non, c'est pas parce que la marque, j'ai la critique pour des raisons qui, pour moi, sont quand même fondées, parce que c'est quand même... aller demander à un utilisateur de comprendre les gammes chez Xiaomi et de savoir ce qui est récent ou pas, il va être perdu, il va être clairement perdu. Donc c'est ce genre de choses que je regrette. Et surtout, faut comprendre entre Redmi, Xiaomi, Pocophone, et puis le Black Shark où il y a des actions, donc ce qui fait que ça a été vendu en Xiaomi. Mais en fait, ça l'est pas. Mais ils ont quand même des actions. C'est un bordel en fait. Ça représente presque 4 marques. Ne parlons pas de BBK, hein, c'est dans le même style. Même si pour le coup la politique est beaucoup plus claire, c'est chiant.
Ce qui fait que réellement, par contre, le Mi 9 SE, pour revenir à lui, parce qu'il fallait quand même que j'en parle un peu, eh bien, c'est un smartphone qui est donc, comme je vous l'ai dit, un smartphone un peu plus light que le Mi 9, mais qui reste en soi assez premium. C'est ce qu'on peut vraiment appeler un milieu de gamme premium, avec donc le même système photo. Il y a quelques petites différences sur les caméras, mais clairement on est sur la même chose. On n'a pas exactement le même traitement non plus, mais qui se débrouille plutôt bien. On a un design qui est quand même assez premium, avec en plus de ça des bords au niveau des écrans qui est assez réduit, donc ça c'est une bonne chose aussi. Des bonnes performances, le 712 est tout à fait performant, c'est ce qu'il y a de plus performant en dessous du 855 de toute façon, au-delà des 800, hein, c'est forcément c'est la gamme en dessous, donc même pour ça c'est plutôt bien. On a 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire non plus. En soi, le smartphone, il est complet, hein, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il est clairement axé sur la photo. Ce qui lui manque aujourd'hui, bien évidemment, c'est le jack, ça c'est mon avis, mais l'adaptateur est toujours présent, et en plus la qualité sonore en jack est plutôt bonne. Ce qui m'a plutôt surpris, parce que ça n'a jamais été une priorité de la part de Xiaomi. Et c'est ça qui, d'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit truc, je pense, sur Twitter là-dessus. Les marques enlèvent le jack, mais ils améliorent quand même la partie sonore. Je pige pas. C'est un peu incompréhensible pour moi. Mais néanmoins, ce Mi 9 SE, il est complet. C'est une version un peu plus light du Mi 9 que je devrais d'ailleurs avoir en test. Et pour ceux qui veulent de la photo polyvalente telle que le haut de gamme sans avoir le budget, c'est clairement le smartphone à avoir. Après, en termes de concurrence, je ne saurais même pas à quoi le mettre en termes de concurrence. Il y a les Nokia, normalement les Nokia qui sont aussi en face. Là, j'ai pas vraiment d'équivalent direct. Il doit y avoir le Honor 10 aussi qui se débrouille plutôt bien. Donc après, c'est à vous de voir selon ce que vous cherchez. Il y a normalement pas mal de concurrence. Mais l'appareil en lui-même, pour le prix auquel il est vendu, surtout avec une bonne configuration globale, il est encore une fois, et on le sait, hein, Xiaomi est très agressif en termes de politique tarifaire, il est très bien vu. Parce que clairement, il n'a pas forcément beaucoup d'équivalents. En général, la fiche technique sera toujours un petit peu meilleure, parce qu'en général, sur la concurrence, on va plus avoir du LCD, ou en tout cas, même le fait d'avoir un lecteur d'empreintes sous l'écran, en soi, c'est pas quelque chose qui est très... comment dire, on ne voit pas souvent sur les smartphones, hein, c'est même assez rare, et c'est plus en général sur des hauts de gamme. Ici, on est sur un milieu de gamme premium, c'est plutôt cool à avoir. Vous avez, il n'est pas vendu en France, par exemple, le Meizu 16X, ou juste Meizu 16, qui est à peu près la même chose que le Meizu 16e, mais en version avec un 710. Donc c'est son concurrent principal par rapport à celui-là. Mais après, c'est vrai qu'en France, en tout cas comme ça, de tête, je n'ai pas vraiment de concurrent direct à ce Xiaomi, pour en tout cas la politique tarifaire, etc. Oppo étant en général beaucoup plus cher, parce qu'ils investissent beaucoup plus en termes de marketing en tout cas. Là, en tout cas, après, je vous avoue que dans les milieux de gamme, je m'y reconnais plus trop, donc c'est un peu compliqué, mais clairement, c'est un excellent choix, il est à peu près bon partout. Je sais que les numériques avaient préféré notamment le Pocophone, notamment sur la partie photo, là où je suis absolument pas d'accord par contre, et qui disaient que globalement le Pocophone était meilleur. Sauf que justement, le truc c'est que le Pocophone met tout dans le processeur et l'autonomie, et plus rien dans le reste. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose qui est globalement bon sur tous les bords, qui est très cohérent dans son prix, et qui est, je trouve, plus intéressant. Après, vous avez, toujours chez Xiaomi, je sais que le Mix 2S se retrouve aujourd'hui assez peu cher, donc ça peut être aussi une excellente alternative si vous voulez plus de puissance, mais un petit peu moins dans la photo, en tout cas un peu moins polyvalent dans la photo, ça peut être aussi un bon choix. Par contre, vous perdez aussi l'écran AMOLED, c'est des choix qui diffèrent. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test. En tout cas, ce Mi 9 SE, je le recommande à tous ceux qui veulent un milieu de gamme premium à moins de 400 balles et surtout très polyvalent en photo. Et sinon, voilà. Le sinon ne veut rien dire. Bref, merci à vous, merci au Café du Geek de m'avoir donc prêté le téléphone. Le Mi 9 devrait suivre ensuite, mais en plus de ça, il devrait y en avoir d'autres. Bref, ça va être assez complet en termes de smartphone en ce moment. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas sur Tipeee, notamment sur la partie audio, n'hésitez pas via PayPal. Ça va me permettre d'investir sur d'autres trucs. Et puis pour ceux qui investissent via Tipeee, vous pourrez rejoindre le Slack pour parler. Ce sera avec grand plaisir, sachant que voilà, la partie PayPal, quand je le reçois, c'est surtout pour m'aider à investir dans l'audio. Ça va être clairement le cas. Et ensuite, vous avez YouTube si vous voulez regarder les pubs pour m'aider. Et bien sûr, après, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Je suis beaucoup sur Twitter aussi, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.